oui, je le veux. C'est une phrase qu'on entend souvent. Mais après, quand on veut, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Quels sont les droits de la femme, hein, les droits de la femme dans le mariage? Qu'est-ce que la loi ivoirienne dit? Est-ce que la loi a évolué relativement à la position, au rôle, aux droits de la femme dans le couple, hein? Est-ce que ça a évolué? Eh bien, ça tombe bien. Nous avons un spécialiste sur ce plateau pour nous en parler. Maître Koné Dogbemen, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, la femme peut-elle s'estimer heureuse de la nouvelle loi? Merci beaucoup. C'est la journée de la femme. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes, toutes les mamans, nos sœurs, partout dans le monde, et particulièrement aux femmes avocates. C'est dimanche. Je suis voilà, du corps de... En prélude. Voilà, je n'aurai pas bien le temps de les voir le dimanche, parce que moi je suis là aujourd'hui. Alors, donc, la femme peut s'estimer heureuse. Effectivement, les droits de la femme sont des droits que la femme obtient après d'âpres luttes dans tous les domaines. Et dans le foyer également, la femme lutte pour avoir les droits qu'elle a eus. Et la loi lui confère les droits et elle doit d'abord être instruite, sensibilisée de ses droits et ensuite pouvoir les réclamer. Alors, dans la nouvelle loi, il y a de nouvelles donnes. Et, par exemple, il y a maintenant, nous passons la dyade, c'est-à-dire le fait que l'époux et l'épouse sont ensemble dans le foyer, voit l'entrée d'une sorte de triade, parce que le juge peut intervenir en cas de crise, lorsqu'il s'agit, par exemple, de la décision sur le domicile conjugal. Le domicile conjugal, l'époux n'est plus le seul à décider. Évidemment, la loi ne le dit pas expressément, mais on peut déjà imaginer que cela va ressentir pour la femme la nécessité de pouvoir participer au paiement du loyer. Parce que dans l'état antérieur, l'époux choisissait librement le foyer. Et lorsque ce foyer présentait des dangers d'ordre physique ou moral pour elle, pour les enfants, elle pouvait être autorisée à avoir un domicile séparé de ceux de son époux. Mais maintenant, lorsqu'il y a cette mésentente, le juge intervient et il choisit en fonction d'un ensemble de critères qui sont dans l'intérêt de la famille, c'est-à-dire les emplois, etc., les moyens financiers. Et il est clair que la femme va devoir participer dans la gestion, dans le paiement, dans le règlement de ce loyer. Mais c'est aussi une dignité, voilà, pour la femme. Exactement. Alors, question suivante, c'est de savoir concrètement que gagne la femme dans cette nouvelle relation de foyer. Ce qu'elle gagne dans cette nouvelle relation de foyer, dans cette innovation, il y a eu, bon, à mon sens, 7 innovations majeures. La première dont je viens de parler, il y a aussi la possibilité désormais de la nullité du mariage, l'annulation du mariage, c'est-à-dire le démariage. Et ce démariage s'entend du fait que il y a 2 éléments nouveaux, 2 motivations nouvelles, qui sont d'une part l'impuissance physique, biologique de l'époux à pouvoir remplir ses obligations conjugales. C'est une cause d'annulation du mariage si cette impuissance était antérieure et qu'elle a été cachée à l'épouse. Ou par exemple l'infertilité de l'époux, lorsque cette infertilité existait avant le mariage et que cette infertilité a été cachée à l'épouse. Évidemment, cela concerne l'homme et la femme. Il y a aussi la possibilité pour la femme de pouvoir recevoir de son époux, parce que ça c'est un droit peut-être du mari, mais aussi il y a un droit caché de la femme de rien, la reconnaissance des enfants hors mariage. Voilà, la formule a totalement changé. Mais peut-être on va y revenir plus tard. Mais déjà, donc, sur ces éléments-là, il y a donc cette possibilité pour la femme, cette innovation. Il y a également, comme je disais, il y a l'innovation donc par rapport à la possibilité, donc la gestion commune du foyer, l'annulation du mariage, la liberté de rédiger un contrat de mariage, parce qu'on pense généralement que c'est l'homme qui a des biens, qui vient, qui va prendre une femme en charge, mais force est de reconnaître qu'il y a des femmes qui, du fait de leur travail, du fait de leur famille, ont des biens, d'immenses biens. Et la rédaction du mariage permet l'introduction d'un régime, c'est-à-dire il y a le régime de séparation, le régime de communauté. Maintenant, il y a la possibilité pour la femme, pour les époux, de rédiger un contrat de mariage qui va venir soutenir, et bien entendu, cette réalité. Et même, allons plus loin, en sortant un peu du droit du mariage, notamment dans la succession, la femme bénéficie désormais, quel que soit le régime matrimonial, elle bénéficie d'une part des biens de son conjoint.
C'est vrai que ça choque les femmes que l'homme aussi puisse bénéficier des biens de sa femme lorsqu'elle décède. Mais la moitié, ça dépend de s'il y a des enfants ou s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, eh bien, voilà, c'est la quantité disponible qui part à la femme. Mais s'il n'y a pas d'enfants, c'est la moitié des biens du mari qui vont directement à la femme. Ça, c'est un droit formidable. Énormément d'avancées. Merci, maître. Matin Bonheur, c'est la thématique droit aujourd'hui. Nous allons poursuivre cette fois avec un micro-rue proposé par notre reporter. Les liens du mariage offrent des droits à la femme dans le foyer. En Côte d'Ivoire, ces droits en faveur de la femme ont connu une évolution pour une gestion harmonieuse de la famille. Quels sont ces droits et puis, est-ce qu'au fait, ils sont réellement respectés au quotidien? Dans le mariage, ces deux êtres qui s'unissent là ont les mêmes droits, à savoir la participation aux frais de ménage. La femme peut en donner comme l'homme peut en donner. Il y a aussi le droit de choisir la résidence, le lieu de résidence. La femme peut en proposer comme l'homme aussi peut en proposer. Dans l'ensemble, ça va. L'homme a accepté que la femme soit assise sur le même banc que lui, de nos jours, sauf dans le milieu rural. Nos parents, il y a la culture, les coutumes qui constituent aujourd'hui encore, malheureusement, une pesanteur. En réalité, le droit ivoirien reconnaît que la femme et l'homme ont les mêmes droits. D'ailleurs, quand on fait une étude un peu plus poussée, on reconnaît quelques droits un peu plus à la femme par rapport à l'homme. C'est ce qu'on appelle souvent en droit la discrimination positive. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate en Afrique parce que la belle famille souvent arrache, comment on appelle, ce droit-là à la femme. Et la femme est lésée. On pense que souvent la femme a un droit qui s'étend largement dans le foyer, mais lorsque le mari décède, c'est vraiment dommage de constater qu'il y a beaucoup de choses dont elle ne peut pas bénéficier du fait qu'elle est déjà mariée. Exactement, nous avons poursuivi les échanges ici et avec vous, nous continuons. Alors, maître, dites-nous, peut-on parler de triade préventive dans le foyer? Oui, il y a une sorte de triade préventive parce que la diade, c'est le fait, par exemple, que des gens qui sont en conflit puissent régler leurs conflits entre les parties. Et la triade, c'est lorsque intervient un tiers, soit un conciliateur, un médiateur, un arbitre ou un magistrat. Donc la justice officielle. Pas les témoins. Hein. Les témoins, c'est une sorte de conciliation. On peut prendre ça comme une conciliation, comme de bons offices. Voilà, judiciairement, puisqu'ils ne pourront pas établir un ensemble de documents nécessaires. Voilà. Donc le mariage est d'ordre public, parce que toutes ces règles sont impératives. Donc c'est le juge qui a la prééminence, qui a l'autorité pour intervenir, parce qu'il s'agit de la vie privée. Et le droit n'entre pas dans la chambre. Il n'entre pas dans la chambre, sauf si la chambre fait appel au droit. Soit parce qu'il y a un crime dans la chambre, ou l'un des membres de la chambre qui souffre fait appel au droit. C'est pour ça qu'on dit que le code, les gentlemen disent que le code du mariage, c'est fait pour les gens moyens. Parce que ceux qui se sont mariés par amour, l'amour devient la loi du foyer, la loi du mariage, et l'amour dicte toutes les autres règles, sauf à l'égard des tiers. Alors, maître, les gens nous en voudraient, Alix et moi, de ne pas vous poser cette question, surtout avec l'actualité brûlante. Suivez mon regard. Lorsqu'on se marie et a un divorce, au moment du divorce, est-ce que les deux parties doivent signer, doivent être là? Vous voyez un peu à quoi nous faisons allusion? Par exemple, au niveau de l'actualité ambiante, culturelle et matrimoniale. Quand il y a un divorce qui a la grosse et qu'il y a, par exemple, la signature d'une partie qui ne figure pas sur la grosse, est-ce que c'est valable? Bien, alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu une réforme en 1998 qui permet le divorce par consentement mutuel. Et ce divorce par consentement mutuel, c'est le fait que les époux viennent, on appelle ça le divorce des majeurs, le divorce des sages. Ils viennent la main dans la main voir le juge pour dire « nous ne voulons plus vivre ensemble ». Ils n'ont pas besoin de motiver leur désir de se séparer. Tout ce que le juge leur demande, c'est est-ce que le protocole de gestion des biens est favorable à la femme.
C'est-à-dire le juge veille sur les droits de l'épouse pour voir si elle n'est pas lésée quelque part dans la répartition. Tout simplement parce que le mari avait la gestion des biens de la famille. Et que dans le régime matrimonial de base, le mari a aussi des pouvoirs. Donc le juge vient vérifier à la fin, est-ce que ces pouvoirs ont été faits dans l'intérêt. Mais en dehors de ce divorce, l'autre divorce, c'est pour faute. Donc vous venez voir le juge et vous soulevez la faute de votre conjoint. Dans ce divorce, il y a deux phases. La première phase, c'est la tentative de conciliation. Le juge reçoit la personne qui veut divorcer et l'autorise à assigner son conjoint. Et à cette audience, obligatoirement, droit ivoirien, obligatoirement, les deux doivent être présents à cette audience. Et à cette audience, le juge tente de les concilier. S'il échoue, il passe aux mesures provisoires, c'est-à-dire qui va rester au domicile, qui va payer une pension à l'autre, qui va garder les enfants provisoirement, qui aura droit de visite, en attendant qu'il juge au fond à qui incombe la faute de la séparation. Donc vous voyez que dans la procédure divorce pour faute ou divorce par consentement mutuel. Alors vous devez toujours rechercher à savoir est-ce que nous sommes dans un cas de divorce pour faute ou divorce par consentement mutuel. Si nous sommes dans le cas de divorce pour faute, on ne peut pas divorcer pour faute en l'absence d'une partie, à moins qu'il soit établi que cette partie a reçu l'acte d'assignation à personne et qu'elle ne s'est pas présentée, ou que cette partie a fait un abandon de domicile, ou de famille, ou d'enfant, qui fait qu'on ne la retrouve plus. En ce cas, bien entendu, c'est à son dernier domicile et selon les formalités prévues par les actes, la signification des actes, que les choses vont se passer. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de divorce par contumace. Ça, c'est clair. Alors, la femme mariée peut-elle s'opposer à la reconnaissance par son mari d'un enfant adultérin? Ça, c'est les nouvelles dispositions. Voilà, ça, c'est quand on regarde les nouvelles dispositions de l'article 22, on constate que l'époux il vient informer par exploit du commissaire de justice son épouse que j'ai eu un enfant adultérin et puis il reconnaît son enfant, c'est ce que dit l'article 22. Mais en réalité, l'article 22 ne dit pas tout parce que l'adultère est resté une infraction. L'adultère a été légèrement modifié, mais c'est resté une infraction. Donc quand l'époux envoie l'enfant au domicile, c'est un aveu. C'est un aveu. Il vient avouer à la femme mariée que, bon voilà, j'ai eu un commerce adultérin et que voici le fruit de mon commerce adultérin. Donc l'épouse qui est à domicile, quel que soit le moyen, si vous n'êtes pas d'accord avec l'enfant qu'on vous envoie, la première pensée, c'est de vous opposer. Comment? En saisissant la justice immédiatement. Vous aurez deux moyens. Le premier moyen, c'est de soulever l'adultère et de le poursuivre au plan pénal avec tout ce que cela va avoir comme situation de trouble dans le foyer. Et la deuxième, c'est de rechercher à savoir si réellement cet enfant est vraiment l'enfant de votre époux. Et là, vous pourrez demander au juge un examen de sang. Parce qu'on peut lui affecter un enfant qui n'est pas son enfant. Donc, il y a des examens de sang, des examens médicaux qui vont établir. Et dans ce cas, quand cela établit que c'est son enfant, vous n'aurez pas grand moyen pour vous opposer désormais à cela. OK. Alors, Maître, vous avez dit à l'entame de votre intervention, les regards sont cristallisés sur la journée internationale des droits de la femme, pas la journée de la femme, journée internationale de défense des droits de la femme. Alors, Maître, est-ce qu'au vu de tout ce qu'on voit là, de tout ce qui est ambiant dans le microcosme juridique, est-ce qu'on peut dire en Côte d'Ivoire qu'il y a lieu de se réjouir des droits des femmes? Oui, il y a lieu de se réjouir en Côte d'Ivoire. Il y a lieu de se réjouir. Est-ce que c'est appliqué aussi? Oui, il y a une application parce que la jeune fille va à l'école. Et dans presque tous les domaines de la vie sociale, il y a des femmes qui occupent de hauts rangs de responsabilité. Et la femme se sent souvent l'égale de l'homme. Mais ce n'est pas un acquis. La femme doit continuer à se battre. Vous voyez, la première femme avocate en France, elle a pris, c'était une femme exceptionnelle, Mme Jeanne Chauvin. Elle a eu 2 licences, elle a fait 2 baccalauréats, elle a fait un doctorat en droit, elle s'est inscrite au barreau, l'ordre des avocats a rejeté sa demande, elle a fait appel, elle s'est présentée à l'audience avant d'être avocate, elle a commencé à se défendre à la cour d'appel de Paris, et jusqu'à ce qu'une loi vienne à son secours.
Vous voyez? Donc, lorsque la femme commence à se battre, lorsque la femme entre dans des milieux qui sont des milieux masculins, on a le sentiment qu'il faut qu'elle soit un peu plus que l'homme. Et c'est un peu cela qui est dérangeant. Peut-être qu'il faudrait une femme présidente qui permettrait peut-être un jour que, par ce symbolisme assez fort, on puisse savoir que la femme, c'est avant tout la mère. C'est notre mère, c'est notre sœur, c'est notre épouse, c'est notre amie. La femme, sans elle, il n'y a pas la vie. La femme, c'est la vie. Exactement. Et il faudrait même que les femmes aussi en prennent conscience, parce que c'est là la plus grande difficulté. Prendre conscience de son potentiel et travailler à l'avancée et au développement des droits, sans complexe ni agressivité vis-à-vis du sexe opposé. Voilà, éviter la guerre des sexes, mais savoir qu'il y a une solidarité nécessaire. Parce que le droit de la femme, c'est exactement comme le droit du travail, ce sont des droits qui sont nés dans la lutte et qui se maintiennent par la lutte. Alors, dans le ratio pacifique, absolument, Alice, vous avez raison. Dans le ratio nombre d'avocats, quand on veut faire un peu le distinguo entre les hommes et les femmes, il y a un souci même au niveau des magistrats, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre niveau, dans votre famille juridique, là, pour qu'il y ait encore plus de vocations suscitées? Bon, il faut ouvrir largement, parce que, comme je l'ai dit pour le cas de Mme Jeanne Chauvin, déjà on avait accepté des femmes médecins à son temps, on avait accepté des femmes pharmaciennes, on avait accepté des femmes professeurs, mais on n'acceptait pas des femmes avocates. La justice se fermait aux femmes, vous voyez. Et les femmes... La justice est toujours fermée. Hein? C'est fermé aux femmes, pour des raisons qu'on ignore. Mais aujourd'hui, la justice est vraiment ouverte aux femmes. Quand vous voyez Maître Kopli Boni, la première femme avocate de Côte d'Ivoire, c'était un modèle pour nous tous, un symbole. Elle a été très courageuse. Quand elle nous raconte un peu ce qu'elle a vécu, comment elle a défendu à l'intérieur du pays des clients qui ne voulaient pas d'une femme avocate parce que pour eux, voilà, ils disaient même, ils allaient même plus loin. Ils disaient, c'est vous qu'il faut pas nous envoyer, la commission d'office, pour nous défendre. Mais c'est qu'on est foutu. Vous voyez, donc vous voyez un peu, il y a tout cela, mais il faut... On vient de loin, hein? On vient de loin. Ouais. Surtout On vient de loin. Mais la justice, au niveau du barreau, il y a un travail qui est fait, un travail très intéressant qui permet qu'il y ait cette parité et le genre. Parce que lorsque nous faisons des commissions, des comités, on exige toujours qu'il y ait des femmes. Parce qu'il y a une sensibilité féminine qui ne peut pas être là quand la femme est absente. En tout cas, c'est un sujet qui est saisissant et qui nous occupe, d'autant plus que le thème national aujourd'hui, c'est l'apport des femmes pour des élections apaisées. Nous savons que cette année-là est très délicate pour tout le pays. Quel serait le rôle que vous voudriez voir prendre les femmes dans le processus? D'abord, c'est un rôle de mère, un rôle d'épouse, un rôle de conseillère. Parce que celui qui éduque une femme éduque un peuple. Et il serait bien que les femmes puissent conseiller les hommes politiques pour aller à l'apaisement, qu'elles puissent conseiller les enfants, qu'elles puissent conseiller la société. Les femmes, dans la vie politique ivoirienne, les femmes ont joué un rôle très éminent depuis la marche des femmes, le Grand Bassam, depuis toutes les marches et les interventions des femmes. Parce que aussi, lorsque la société est en peine, parmi les personnes qui souffrent le plus, il y a les femmes. Même quand elles ne sont pas atteintes directement, ce sont elles qui ont perdu un mari, qui ont perdu un enfant. Et les femmes ont besoin de pouvoir s'impliquer dans la vie politique, mais sous l'angle de la pacification. Et elles ont un rôle, et je pense qu'elles ont un pouvoir, et qu'il y a une place toute faite pour elles. Okay. Maître Koné Dogmeme, pour récapituler un peu votre passage sur ce plateau par rapport aux femmes, qu'est-ce qu'une femme doit savoir avant d'aller se marier? C'est vrai. Avant d'aller se marier, la femme doit savoir... relativement à ses droits, bien sûr. Elle doit savoir que le mariage, comme le voulait le droit canon, ça tourne autour du copula carnalis. Et le copula carnalis exige quand même que la femme sache, est-ce que mon époux est en bonne santé? Oui. Est-ce qu'il est en bonne santé physique? Et il ne faut pas hésiter, ça ne doit pas être un tabou, de faire un examen médical, de part et d'autre, pour que vous puissiez savoir la vérité. L'amour n'empêche pas la vérité. On doit savoir la vérité et assumer cette vérité. Il faut assumer son choix. Voilà. Et il y a des gens qui ont dit, j'ai marié quelqu'un qui avait le sida, qui avait telle maladie, mais je l'ai marié en connaissance de cause. Et l'amour ne doit pas être cet amour aveugle et insensé, mais un amour qui a les yeux ouverts, qui est rationnel, qui est logique, mais ça n'empêche pas la flamme
de l'amour. Ensuite, la femme doit savoir que j'entre dans une relation, juridiquement, j'ai des obligations. Et l'obligation principale, ce sont les devoirs conjugaux, les devoirs de la chambre. Et ces devoirs exigent de la femme qu'elle puisse accepter une nouvelle réorganisation de sa propre vie et savoir aussi que la liberté a un pendant qui est qu'on ait fini de réaliser tout ce qu'on doit faire. Et tout ce qu'on doit faire, c'est participer aux charges du foyer, quand on peut, en fonction de ses proportions. Tout ce qu'on doit faire, c'est de savoir que la revendication dans le foyer se fait avec douceur parce qu'il y a un bien plus précieux que la revendication qui est l'entente, l'unité. Voilà, c'est toutes ces choses-là que nos mamans ont supportées pendant des années, mais il y a des excès contre lesquels la femme ne doit pas se taire. Elle ne doit pas accepter d'être une femme battue. Merci, voilà. Maître. Vous êtes d'un bon conseil, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci infiniment. Maître Koné Dogwemé, doublé donc d'un excellent conseiller matrimonial sur ce plateau avec qui nous avons eu plaisir à parcourir ce dernier couloir de matinale. Matin, merci d'être resté en notre compagnie. C'était l'état du droit, surtout l'état du droit de la femme au sein du mariage. Nous, on a dit oui.